à tous et bienvenue sur la Tribune Coruscante pour cette nouvelle vidéo de review dans laquelle on va discuter du nouvel épisode d'Andor, l'épisode 7. Et pour ce faire, je suis encore une fois en compagnie de Max Rebo Collection. Encore et toujours. Comme d'habitude, on reviendra dans deux parties. Une partie sans spoilers avec l'avis global et une seconde partie avec spoil dans laquelle on ira bien plus en détail sur tout l'épisode et ce qu'on en a pensé. Alors, l'épisode 7... qui se nomme donc l'annonce en français, announcement en anglais. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode 7 un peu de transition, on va dire même. Voilà, finalement tu le dis toi-même, c'est un peu un épisode de transition. C'est toujours, voilà, je pense que c'est pas ça qui va changer les avis qu'on peut avoir sur la série, parce qu'on est toujours sur le même niveau de qualité, le même niveau d'écriture. C'est plaisant à suivre, il y a une diversité d'environnements, il y a des persos qui sont toujours bien écrits, il y a cette dimension justement pas manichéenne et qui fait que c'est toujours une série avec des thématiques plus matures que ce qu'on a à présent, que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Après, moi je dois dire que ça souffre un peu au niveau du stop and go, j'ai l'impression. Tu vois que... C'est-à-dire t'as des épisodes toujours, tu retrouves cette montée toujours en tension avec un peu d'intro, des actions qui se mettent en place, et jusqu'au 3e épisode de l'arc qui est le festival, et après l'épisode suivant ça se repose, donc... C'est plaisant parce qu'il y a des intrigues et ça reprend des intrigues développées même dans le premier arc, mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu cette petite question de rythme qui peut rebuter certaines personnes. Moi sincèrement ça me gêne pas fondamentalement, mais c'est vrai que des fois on aimerait que les choses aillent un chouïa plus vite. Après, c'est... Voilà encore une fois un épisode de transition avec des choses qui se mettent en place, parce que c'est ce qu'on disait sur la fois dernière, il s'est passé des choses importantes qui ont des répercussions, et là concrètement on a les répercussions, mais c'est vrai que ça encore, c'est pour ça que je dis stop and go, parce que tu vois le crescendo, tu pourrais t'attendre à des répercussions hyper rapides, à un rythme qui s'emballe, mais non, ça se recalme, ça se remet en place, et voilà, c'est ça qui peut être un peu déroutant, en disant que maintenant ça y est, on est dans le vif du sujet, il est temps que ça démarre vraiment. Après, ça n'enlève vraiment rien à la qualité de l'épisode, et je pense qu'il faut simplement se faire à ce choix de narration qui est assez inhabituel dans Star Wars, où on est... ou même dans les séries généralement. Voilà, on est sur un rythme assez effréné, avec beaucoup d'action et tout ça, et là encore, on est... plus sur des échanges de persos, des choses qui se construisent sur la durée, alors que d'habitude on est sur des trucs un rythme plus effréné, plus rapide. C'est vraiment intéressant, parce que là encore ce qui va être développé dans l'épisode est super cool. Il y a des choses que je suis content de voir arriver enfin, toujours vivement la suite. Mais si ça pouvait être des fois un peu plus punchy, ça m'irait bien aussi. Ça te dérangerait pas forcément, quoi. Voilà. Ok. C'est pas non plus que t'aimes pas la façon dont c'est fait, mais à la limite, un petit peu plus, ce serait pas mal, quoi, d'après toi. C'est ça, parce que justement, cette narration posée permet vraiment de développer de façon intelligente et assez poussée les persos. Ce qu'on n'avait pas sur les autres séries, où il n'y avait pas le temps. Il n'y avait pas le temps, et les persos... En tout cas, on n'en prenait pas le temps. On n'en prenait pas le temps. Il y avait 2-3 généralement persos qui étaient assez développés. Tu prends Kenobi et Reva, mais tous les autres étaient vraiment dans l'archétype. Là, c'est une série qui fait le choix d'avoir une narration qui tourne vraiment autour de pas mal de persos.
Et donc chacun a quand même vraiment des scènes pour exister, des scènes pour voir développer son caractère, ses motivations, et ça c'est fait de façon assez intelligente. Après, effectivement, vu que ça alterne entre phases calmes, lentes, et des trucs un peu plus rapides, c'est vrai que vu l'épisode de la semaine dernière où je me disais, vraiment là, vu les répercussions de ce qui s'est passé, ça va partir, quoi. Ça m'a un peu gêné que le rythme de nouveau se ralentisse. Ouais, en même comparaison, si, en fait. ouais, D'accord, ok. même si ça reste vraiment intéressant et que, pour être clair, j'ai beaucoup aimé cet épisode, hein. Après, ça reste d'une qualité quand même, je trouve moi personnellement supérieure à ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, même sur les... Après, faut être friand du style, faut adhérer, comme tu disais, à la structure de narration, enfin la façon dont c'est raconté, c'est vraiment particulier quand même, comme tu l'as rappelé. Mais si on est à fond dedans, là, je trouve qu'il y a, pour l'instant en tout cas, pas de mauvais épisodes, il y en a que des très bons, et enfin, c'est difficile de même... Tu vois, de vraiment découper dans la vie, parce que c'est vraiment tout d'une seule trame, même s'il y a des arcs par-ci par-là. Je sais pas, c'est tellement relié d'épisode en épisode, on dirait juste que c'est une très longue histoire qu'on a découpée en 12 chapitres, quoi. Et c'est un peu dur de faire justement la distinction entre les différents chapitres de l'histoire, quoi. Encore plus quand tu es dans un arc, en fait. Oui. C'est vrai qu'il aurait presque fallu qu'on fasse une review pour 3 épisodes pour chaque arc, parce que tu vois que la structure est à chaque fois un peu la même. Sauf cette semaine. Ouais. D'ailleurs, j'en reparlerai dans mon avis un peu plus général, mais... Mais t'es quand même à chaque fois sur appréhender en fait l'épisode dans l'arc en général, quoi. Oui, ça fait partie d'un tout un peu plus large que simplement le cadre de l'épisode, quoi. Pour ma part, je trouve que j'ai beaucoup aimé celui-là. Même chose que pour les précédents. Tout le côté parti pris, vraiment développement de personnages, le temps qu'on passe à faire tout ce qui est assez absent, je trouve, des autres séries Star Wars jusqu'à maintenant. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de développement de personnages, c'est pas ça, mais disons, il y en a des fois un peu trop léger, même pour certains personnages importants. Là vraiment, si quelqu'un se plaint de l'absence de développement de personnages, je sais pas quoi faire, puisqu'il y a quasiment que ça en vrai dans cet épisode. Il y a l'histoire qui avance un petit peu, on voit beaucoup de contexte aussi, beaucoup de choses importantes par rapport au contexte historique en gros de cette époque-là. Super plaisant à voir, et bon, moi je suis total conquis par la façon de faire, donc là j'attends à chaque fois le prochain épisode, quoi, la suite, avec impatience, mais j'avais quelques craintes par rapport à celui-là. Parce que Tony Gilroy, il avait avancé le fait au départ, tu sais que c'était vraiment 4 arcs de 3 épisodes chacun. Ouais. Donc ça c'est ce qu'il avait dit au départ. Et en fait, il n'y a pas longtemps, il a dit, ouais, alors en fait, les 3 premiers, c'est un arc, les 3 d'après, c'est un arc, celui-là, le 7, il marche un peu tout seul, le 8, 9, 10, c'est un nouvel arc, et le 11, 12, ce sera l'arc final. D'accord. Donc du coup, tu vois, quand il a dit ça, ça faisait un petit peu l'impression que le 7 serait une espèce de standalone, et j'avoue que tu vois, le côté standalone dans Andor m'aurait déçu, parce que vraiment, tu vois, un standalone, t'en as plein dans Mandalorian, t'en as plein dans les différentes séries qu'on a eues jusqu'à maintenant, et ça m'aurait un petit peu dérangé que d'un seul coup il y ait une parenthèse avec une histoire à part, mais en fait c'est pas tant ça, c'est pas un standalone à proprement parler, c'est juste un épisode qui fait un peu le pont avec les 2 intrigues qu'on a eues jusqu'à maintenant. On reprend tout ce qu'on a dit dans les 6 premiers épisodes, et on va vers la deuxième moitié de saison, dans le prochain arc qui est teasé justement par la situation de fin de l'épisode 7. Et justement, dès l'épisode 8, on va, je pense, pouvoir entrer dans le vif du sujet, parce qu'il y a 2-3 trucs quand même qui sont exposés dans celui-là qui vont permettre de faire une intro, quoi, à l'arc suivant. Et au final, j'ai pas été du tout déçu par cet épisode. J'avais quelques craintes, comme je disais auparavant, sur la forme, quoi, on va dire, sur ce que ça allait raconter, mais honnêtement, c'est pas du tout un standalone en fait. C'est vraiment un épilogue, introduction à la suite. Enfin bref, c'est ça. Non, c'est clairement l'épisode de transition qui est la suite directe de ce qui s'est passé sur Aldhani avec les répercussions, et qui met en place le prochain arc. Alors peut-être qu'effectivement les 3 suivants seront encore plus... vu la situation de fin... Non, clairement, on n'est pas sur un épisode standalone, vu que c'est pas un filler. Ah ouais, c'est...
tu conclus, tu poursuis, en quelque sorte, c'est l'épilogue du précédent, et tu introduis des choses. Donc, moi aussi, j'avais lu cette déclaration, je m'attendais à quelque chose d'assez différent, et finalement, je retrouve qu'on est quand même toujours... C'est quand même la suite, hein. Voilà, et même avec cette... je trouve un peu cette même construction où là, par contre, il y a vraiment toujours en vis-à-vis tous les persos et toutes les choses qui avancent, et la façon dont leurs intrigues à tous ces persos. On n'oublie personne en plus. Ouais, là pour le coup, tout le monde est là. Après, tu vois, il y a 2-3 intrigues où je me demande vraiment vers où ça va, surtout un personnage en particulier. On voit pas forcément énormément lui d'ailleurs. Ouais. Mais bon, je pense que si on en parle, c'est que ça va être important pour la suite. Mais sinon, après, il y a vraiment le respect de tout garder, tu vois, de tout incorporer dans celui-là. Et c'est vraiment le rôle, un peu comme tu disais, de cette transition-là, de un peu tout condenser, un peu tout rappeler toutes les storylines qui sont en parallèle. Il y a juste un petit truc qui m'a déçu, en vrai, sur l'épisode. Si je te dis une scène très courte, très grise, avec des mecs en blanc. Allez. Sans spoil. Hein. Ouais. C'est très court en fait. C'est très très court. Après, enfin, pour moi, vu que je m'imaginais quand même que ça s'imbrique dans un arc, pour moi, on allait revoir de nouveaux flashbacks de cette. Je pense, ouais. De cette scène. Ouais, petite déception de mon côté. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'aliens sur toutes les scènes. Et alors qu'il pourrait y en avoir à pas mal d'endroits. Ben oui, alors il y en a, mais c'est pas assez. Même faire du fanservice pour du fanservice, mais t'es sur Coruscant, pendant 3 films, on a beaucoup montré cette planète, on a montré que c'était une planète foisonnante. Là, je la trouve d'ailleurs un peu vide. Et c'est surtout que toutes les scènes qui impliquent des aliens. Alors, si on croise ceux qu'on a vus récemment dans les 7, 8, 9, dans Solo et tout ça, où on voit que les costumes, pour le coup, sont restés sous le coude et sont en bon état. Donc, on peut les ressortir du placard. Par contre, j'aurais aimé un peu plus... d'aliens, je sais pas, qu'on aperçoit dans les 1, 2, 3, notamment du Sénat. Hein. J'aurais bien aimé un grand vizir, moi. Bon, je dis ça, je dis rien. On sait que ça coûte cher les costumes, mais bon, ça c'est. Alors ils s'en servent bien, je trouve, pour les décors réels et tout ça, hein, qui sont bien utilisés. Alors, quand je dis costume, c'est vraiment costume, hein, pas. Costume alien quoi. Les costumes sont chouettes, mais il manque des aliens, il manque. Il y a beaucoup trop d'humains. Ouais. C'est ça aussi qui fait Star Wars, et ça c'est un peu dommage. C'est un truc qu'on disait d'ailleurs dans les diffusions qu'on fait en direct sur Twitch, où on discute de ces épisodes-là. On avait remarqué par exemple, tu vois, dans les épisodes précédents, peut-être que les Dany, tu vois, sur Aldhani, ça aurait pu être des aliens en soi. Ouais. Non, c'est tous des humains. Ou il y aurait pu y avoir quelques aliens parmi eux, non, c'est une tribu entière d'humains. Tu te dis à certains moments, c'est pas justifié d'en mettre. Parce qu'à la limite, tu vois, dans la haute société de Coruscant, à la limite, tu dis avec l'Empire, etc., qui en est très peu, c'est logique. Mais il y a certains endroits où tu te dis, bon, là, quand même, il en manque un peu, quoi. C'est ce qui fait, c'est ce qui rend que certaines planètes, certains trucs, des fois, sont pas aussi exotiques que dans les films. Oui, c'est ça. Et ça fait perdre aussi un peu de son charme à ces séquences. Tu vois le côté série, hein. Ouais. Après, ceci dit, ils n'avaient pas forcément énormément d'argent sur Obi-Wan Kenobi, alors que quand même, c'était un gros projet. Je sais pas combien d'argent ils ont mis dans Andor, mais il y a clairement eu, je pense, un choix budgétaire, tu vois, sur certains trucs. Je pense qu'ils ont vraiment misé sur les décors, sur les lieux de tournage, quoi. Parce que tu vois, il y a des jolis lieux qui sont utilisés dans celui-là aussi, je trouve, des lieux réels. Et disons quoi, après ils ont peut-être fait l'impasse sur 2-3 trucs, pour des raisons simplement de budget. Hein. Alors, ce qui serait marrant de voir, c'est par exemple quand on sait qu'il apparaîtra dans la série, c'est Saw Gerrera. Lui, pour le coup, dans Rogue One, il est clairement entouré quasiment que d'aliens. Hein. Enfin, dans la bande-annonce, t'as Ben Slick quand même. Ouais, donc, mais on voit s'il y en aura d'autres, quoi. Mais c'est un costume de Rogue One encore. Ah oui, donc ils peuvent les ressortir, ceux-là. C'est bon, ils sont récents, ils peuvent s'en servir. J'aurais bien aimé voir Sly Moore et Orn Frita, moi aussi. Orn Frita, pour le repas. Ouais, pour le repas. Je l'imagine à table, lui. Petite déception perso, mais on en parlera bien plus en détail après. C'est un casting particulier d'un petit caméo personnage. Mais on en reparlera après.
Je pense que globalement, on a quand même beaucoup apprécié ce nouvel épisode, l'épisode 7. Ça va être difficile d'en dire plus dans une partie sans spoil, donc allons-y. Hein. À partir de maintenant, on va commencer la partie avec spoilers, dans laquelle on va revenir en détail sur tout l'épisode. Donc là, à partir de maintenant, c'est pour ceux qui ont déjà vu l'épisode ou qui n'en ont pas grand-chose à faire d'être spoilés. Alors, comme on le disait, il y a vraiment toutes les trames scénaristiques de la série qui sont regroupées dans celui-là. Une sorte de pont entre le début et la suite de la série. On reprend Cyril Karn, on reprend Dedra Meero, on reprend même Ferrix. Ouais. On poursuit l'histoire de Cassian. On montre aussi une suite à ce qui s'est passé sur Aldhani avec Cinta, avec Vel aussi. Ouais. Enfin bref, il y a tout qui est là. Mon Mothma aussi. Luten. Donc tout le monde. Voilà. Vraiment, il y a tout le cast au complet, on va dire, dans cet épisode-là. Et tu vois, par exemple, pour peut-être traiter des trames un peu les moins importantes, on va dire, je trouve que Cyril Karn, pour l'instant, je sais pas trop où ça va. Il y a peu de scènes avec lui, il se fait recruter dans The Office, là, tu vois. Surtout qu'il ressemble à Gabe. Oui. Ouais, mais il est plus attachant que Gabe, quand même, de The Office. Effectivement, mais bon... Pour l'instant, tu vois, bon... Moi, ça me rappelle plus, là, pour le coup, ça me rappelle Brésil, cette vision d'un futur hyper bureaucratique. Et alors lui, il est recruté, parce que grâce à l'oncle Arlo, qu'on n'a toujours pas vu. Hein. D'ailleurs, en plus, quand ils en parlent dans le recap, je me suis dit, si ça se trouve, en fait, ça va être important. Bah non. Et non. Pour l'instant, ouais, il a été recruté pour faire un taf administratif. On ne peut pas rêver plus bureaucratique avec les plans d'ailleurs qui sont assez impressionnants. C'est l'open space. Ouais, l'open space ultime et le pauvre, il va s'emmerder. Hein. Oh là là, et sa mère est de plus en plus insupportable. Mais il est moche ton costume, il est tout marron, il est dégueulasse. Puis en plus ton col il est dégueu, on dirait que tu n'as pas confiance en toi. Genre. Oh là là. Le seul intérêt de ces scènes, c'est que justement, quand ils discutent, effectivement, qu'on lui reproche d'avoir un CV avec un gros trou dedans de son licenciement de pré-mort. Bon, là, en fait, on voit qu'il est toujours remonté et que pour lui, cette histoire n'est pas terminée. Hein. Donc... moi, mon hypothèse, en tout cas, c'est qu'il va clairement rejoindre l'Empire, et notamment le personnage de Dedra Meero. Je pense qu'ils vont finir par se croiser parce que il sait des choses, il est pugnace, et ils ont tout en fait pour matcher, quoi. Il risque d'être utile quand même par rapport à sa traque à elle, quoi, sa mission. Ouais. Mais c'est vrai que pour l'instant, tu vois, là, cette trame-là, un intérêt aussi, c'était vraiment, tu sais, une des réactions aussi, parce qu'on l'avait pas vu réagir à l'histoire d'Aldhani. On voit justement sur le Lonet la réaction. Alors, t'as vu en plus, on dirait une vieille télé cathodique dégueulasse. Oui. Mais j'aime bien le côté vieux, neuf. Moi, ça me rappelle les spots de Star Tour, mais tu sais, du vieux Star Tour. Le premier, ouais. Mais ça fait très Holiday Special même. Et en soi, tu vois, j'ai bien aimé, on en parlait d'ailleurs hier soir. C'était vraiment le côté, tu sais, vieux, ancien, mais en même temps très futuriste, qu'il y a toujours eu dans Star Wars, parce que la technologie, elle est super, mais elle est un peu pourrie aussi quand même, pas mal de fois. C'est ça, c'est rétro-futur, ouais. Donc c'est ça assez marrant, mais bon, il n'y avait pas de céréales cette semaine, dommage. Non. Et comme tu disais, Dedra Meero, elle a une trame intéressante par contre. Ah oui, clairement. Elle, au sein du BSI, il y a l'autre, Blevin, là, qui était en charge du secteur où il y avait Ferrix, qui en gros se fait... remplacée par Meero en fait. Hein. J'adore la scène avec Partagaz. La scène avec Yularen au début aussi, est très cool. Ah là, clairement, de toute façon, c'est ce que tu attendais de cet épisode. L'idée, c'est qu'ils ont fait un gros coup. On ne parle que d'Aldhani à la fin de l'épisode et de ce qui s'est passé. C'est vraiment le premier gros coup de la rébellion. C'est l'annonce du titre, en fait, finalement, l'annonce de ce qui va suivre. Et donc, là, pour le coup, c'est la réaction de l'Empire qui est vachement attendue. Et donc, Yularen et son arsenal législatif d'État totalitaire qui... Allez hop, les peines de prison, peine de prison, impôts, suppression des coutumes locales pour vraiment tout verrouiller. D'ailleurs aussi, il fait mention d'Aldhani et qu'il en a discuté personnellement avec Palpatine, quoi. On sait d'ailleurs que Yularen, c'est un ami proche de l'empereur et il manque pas de le rappeler. Et clairement, en tout cas, les événements ont donné raison
à Dedra Meero qui, elle, va tout faire. Et alors là, c'est vrai que ces scènes sont super à elle, parce que on se dit où ça va aller, parce que donc je trouve aussi le plan justement des discussions avec Hugh Laren, c'est la seule femme qui siège à ce conseil. C'est vrai. Donc effectivement, tu te dis, elle doit d'autant plus être pugnace pour se faire sa place au sein de cet univers d'hommes. C'est la seule qui a été clairvoyante. Finalement aussi, dans leur réaction, c'est la seule qui se dit, si on considère ça comme un simple braquage, qu'on les présente comme des terroristes ou tout ça, en soi on fait leur jeu et ça va se retourner contre nous. Donc elle est vraiment intelligente, pugnace. Les événements lui ont donné raison, et ce qui est génial, c'est qu'à la fin elle réussit son coup. Alors qu'elle pensait échouer quand même. Ah bah oui, la discussion avec Partagaz et tout le reste du BSI est vachement tendue. On s'attend, parce qu'il y en a qui lui font pas de cadeau pour lui savonner la planche et se débarrasser d'elle, parce qu'ils considèrent qu'elle a les dents peut-être qui rayent un peu trop le parquet. Sauf que elle, c'est la seule qui elle vraiment bosse, en fait. fait bien son boulot, bosse. C'est ça. Et la façon très rapide, sibylline de Partagaz de vous récupérez le secteur de Morlana. Elle est surprise en plus. Ah oui, elle s'y attend pas, elle non plus. L'autre. Surtout qu'en plus, il lui fait. Mais ça veut dire que vous remettez en cause ce que j'ai mis en place ? Ouais. Bah oui. Ah bah oui. Non, Allez, très bien, vous avez raison. Ouais. Quoi ? Mais la scène est géniale, quoi. Toutes ces scènes, et c'est ça aussi, effectivement, on a tendance à résumer l'Empire dans Star Wars aux Storm qui savent pas tirer, mais là justement, il y a aussi l'Empire est très vrai, là. L'Empire est très vrai, et c'est ça aussi, parce que quand tu voyais... j'avais un bouquin, la magie du cinéma de Star Wars et tout ça, qui était un vieux bouquin et qui montrait toutes les influences mythologiques, historiques de la saga. Et clairement, l'Empire, on sait d'où ça vient. L'Empire, le Reich et les régimes totalitaires. Donc là, on voit effectivement cet arsenal administratif, la façon dont c'est géré, dirigé, et c'est vachement intéressant de voir aussi ces aspects-là. Et effectivement, et la scène est vraiment en plus bien écrite, avec elle qui réussit son coup et qui va, pour moi, ça devient l'antagoniste. C'est ce que j'allais dire. C'était construit de façon intelligente depuis le début, mais elle se prépare à devenir l'antagoniste principal peut-être de cette saison. Et c'est pour ça que je pense que les différentes storylines, et c'est pour ça qu'on voit toujours Karn en arrière-plan, ils vont finir par se croiser, et elle maintenant elle va à Ferrix, et c'est là que je pense que si elle consulte les dossiers, elle va voir qu'il y a quelqu'un comme elle qui aimait bien faire son boulot et qui était un peu lucide, et ce type c'est Karn. Donc tu veux dire qu'elle l'extirpe de son boulot Ah oui, pour moi ou c'est l'oncle Arlo, je ne sais pas. Mais Arlo Palpatine. Oui, peut-être. Mais ouais, c'est super intéressant, surtout qu'en plus aussi, quand tu vois la façon... Alors Hugh Laren d'ailleurs, que j'ai pas trouvé excellent, le casting, la scène est très bien, l'acteur joue bien, il n'y a pas de problème. Je trouve qu'en tant que cast, c'est pas forcément le meilleur qu'ils aient pu trouver, parce qu'il ressemble pas des masses à... Même l'acteur de l'épisode 4, sans considérer The Clone Wars et Rebels. Oui, bon écoute, j'étais très content de voir Hugh Laren dans la série. Il a la moustache. Oui, il a les cheveux blancs. Il a les cheveux blancs. Mais je sais pas, il a un visage plus long, moins rond comme ça, je sais pas, bon bref. Après c'est chipotage, Si vraiment les petits défauts que je trouve c'est que c'est pas très grave. Mais très intéressant, parce que justement la réponse qui est proposée par l'Empire, c'est exactement ce que dit Luthen dans une scène avec Mon Mothma, dans le sens où il sait très bien que ça va être la merde en fait. Ah oui. Et il a un côté ultra intéressant, Luthen, je trouve, où vraiment il y a deux visions de la rébellion qui s'opposent entre Mothma et lui. Lui, c'est vraiment le pragmatisme, même cynisme pur, où en fait, il faut que ce soit la merde et il faut que les gens souffrent pour que ça se révolte et pour que l'Empire tombe, alors que elle est très 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 idéaliste, même trop. La rébellion, il faut se salir les mains, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment, des trucs très intéressants entre Luthen, son point de vue, celui de Mon Mothma,
Et d'ailleurs aussi, on sait qu'il va y avoir Saw Gerrera dans la suite. Donc tu vois un peu, ces 3 personnages vont peut-être donner, tu vois, une espèce de 3 versions de la rébellion. J'ai vraiment, tu vois, par exemple, la rébellion idéale de Mon Mothma, la rébellion terre-à-terre, très pragmatique de Luthen, et le terrorisme de Saw. Ouais. Tu vois, c'est vraiment les trois façons, on va dire, de considérer tout ça. Parce que Saw, c'est clairement... Les mecs, ils sont tarés. Je veux dire, ils font péter des trucs. Il n'y a pas de stratégie. Ils veulent faire du mal à l'Empire. Peu importe les conséquences. Parce que des fois, justement, leurs actes ont des conséquences néfastes. Même sur les gens, globalement. Mais ça sert à rien. Tandis que, tu vois, Luthen, la garnison d'Aldani, ce qu'ils ont attaqué, c'est quand même intéressant. Ils ont piqué du fric à l'Empire. Ce fric, il va certainement servir à financer l'Alliance. Donc c'est des trucs très pragmatiques et très vrais, tu vois, et c'est utile. Parce que les partisans, ils sont tarés, quoi. Du coup, tu vois, ces 3 versions, ça va être très intéressant, je pense, de voir ça déjà là dans celui-là, avec les deux, et peut-être avec Saw plus tard. Surtout que le thème principal de cette série, même si on va dire cet épisode, c'est un peu l'Empire contre-attaque. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Le devenir de la rébellion et la façon dont elle se construit, avec effectivement 3 voies qui s'offrent à eux. Et effectivement, lesquelles la future rébellion va choisir, parce qu'on avait déjà eu l'idéaliste avec le... comment il s'appelait le personnage, le petit jeune qui meurt Anémique. Voilà. Lui, c'est clairement le côté idéaliste et voilà, idéologique même. Ouais, on avait effectivement déjà eu la présentation de la vision idéaliste avec Nemik. Son manifeste. Son manifeste, qui est un peu dans ce que défend Mon Mothma. Et voilà, le pragmatisme de certains, le radicalisme d'autres, donc voir comment la rébellion va peut-être se construire en faisant un peu la synthèse de tout ça. C'est surtout qu'en plus, une rébellion ne peut pas marcher qu'avec des gens comme Mothma, et ne peut pas marcher qu'avec des gens comme Luthen. Il faut des deux. Il faut qu'il y en ait certains qui poussent vers justement l'idéal, les idéaux de la rébellion, de la liberté, etc. Et il faut du pragmatique aussi, parce que tu peux pas non plus... c'est vraiment l'équilibre, quoi. Ouais, leur scène est vraiment chouette, hein, effectivement. Il faut sourire. Ouais, c'est ça. Smile. La façon, effectivement, même dont Luthen gère les choses, les échanges hyper tendus, parce qu'on nous les présente dans dans les premiers épisodes, ils nous sont présentés comme des alliés. Et punaise, mais enfin, c'est des alliés de fortune, parce que Aldani, effectivement, elle n'était pas au courant, la façon dont ça se passe. Elle le prend pas très bien. Elle le prend pas très bien, non, effectivement, c'est froid. Hein. J'aime bien sa justification. On a monté un réseau, maintenant c'est une arme, on l'utilise. Allez. En même temps, au bout d'un moment... ouais. C'est le truc que je trouvais dans Rogue One aussi, où je me demandais, mais les mecs, pourquoi vous faites une alliance rebelle si c'est pour pas attaquer l'Empire au bout d'un moment? C'est tout le truc du ah ben non, on va pas attaquer l'Empire quand même. Mais vous faites une alliance rebelle. Ouais. Tu sais, tout le débat avec les sénateurs, les machins, juste avant la bataille de Scarif. Oui. Tu te dis, mais... Tu veux faire quoi? Tu veux passer une loi au Sénat? Bah tiens, il est dissous. Dire, ça sert à rien. Au bout d'un moment, si tu vas pas sur du combat armé ou des trucs comme ça, tu feras rien, quoi. Donc c'est pour ça, tu vois, ce mix. Si c'est juste politique, idéologique et tout, ça va être un peu léger, quoi, pour combattre un empire totalitaire comme celui-là. Donc tu te dis, voilà, quoi, au bout d'un moment, bougez-vous, quoi. C'est ça, mais elle est idéaliste, mais hyper lucide, et aussi son perso est vraiment, vraiment intéressant, parce que quand tu la découvres dans des mondanités avec ton ami d'enfance de Chandrila, donc... D'ailleurs, ami d'enfance. Ouais. Un peu plus que ça. Un peu plus que ça, effectivement. Qui évolue, et donc où elle lui explique effectivement qu'il faut avoir deux visages. La mondaine qu'on comprend justement juste pour une idéaliste, et dont... un peu l'indigné de service, quoi. C'est ça, l'indigné de service, l'indigné utile, parce que c'est bien finalement d'avoir une opposante comme ça donne à tout bonne conscience, et finalement on la garde sous surveillance, voilà, histoire de voir qu'effectivement elle dérape pas non plus. Mais c'est une façade. Et elle est hyper lucide, hyper intelligente. Et alors par contre, punaise, au niveau de... On voit qu'effectivement elle fait pas du tout confiance à son mari. Hein. Non. Ah là là, punaise, c'est hyper tendu chez eux. Hein. Par contre, son ami, il est banquier. Ouais. Ça va lui servir parce qu'il y a toute une histoire de fric aussi autour de Mothma qui veut récupérer le... Alors, t'as vu
J'adore la justification. C'est oui, alors je vais faire une association caritative, machin. En fait, c'est des trucs complètement faux pour financer C'est des ça. mouvements de rébellion. Je trouve ça très intelligent, tu vois. Mm. Vraiment la façade, quoi. Comme tu le disais, c'est vraiment le Ah oui, rôle non qu'on mais présente. Et, tiens, je vais faire une nouvelle association qui sert à rien pour financer, quoi. justement, c'est pour ça que elle et Luten ont cette obsession aussi de montrer un visage souriant, un visage mondain. Hmm. Ça, bon, effectivement, j'aurais adoré dans ces plans-là voir Sly Moore, Anfrita ou d'autres, Masameda. parce qu'effectivement, Masameda, il le mentionne, le grand vizir en plus. C'est bien lui. Ou c'est Je crois que c'est dans un épisode précédent, mais ouais, ils en parlent. Ouais, donc c'est vrai qu'on aimerait voir ça, mais après on a ces dîners mondains sur Coruscant qui servent de façade pour ça, parce qu'en plus c'est marrant, c'est au milieu de personnes, je pense, dont beaucoup ne sont pas dignes de confiance parce que Ils sont chacune pro-empire. sont pro-empire et tout Mm. ça, et que finalement c'est aux yeux de tous qu'il y a une discussion pour préparer effectivement sa rébellion, son financement et ses projets Hmm. avec cet ami-là face à... Ouais. Parce que, attends, il marche bien mieux avec elle en 3 secondes que toutes les scènes entre elle et Perrine. Hein, donc, Ah bah oui, non, tu vois qu'avec son mari, ouais, moyen. il doit plus se passer grand-chose. Par contre, celle aussi qui se dévoile dans d'autres séquences Ah, sur Cléa. Coruscant, c'est Cléa. Cléa. Cléa, ouais. Oh, putain, il y a trop de personnages dans cette série. Moi, j'arrive pas à retenir les prénoms. L'assistante de Luten qui se révèle sous un jour totalement différent. Elle est, alors pour le coup, elle est radicale et on la retrouve avec une Vel métamorphosée, donc Ah oui. qui est vachement On inquiète. a du mal à reconnaître. Hein. Ouais, on a du mal à la reconnaître parce qu'elle a pris les habits de Coruscant où elle est beaucoup plus fashion et elle n'a pas le look de guerrière qu'elle avait sur Aldhani. La coiffure et le maquillage, ça change tout. Hein. Ouais, elle est particulièrement inquiète pour sa copine qu'elle a laissée sur Aldhani, Qu'on revoit vite fait. qu'on voit vite fait sur un plan avec le Star Destroyer qui arrive, et donc là où aussi on sait que pour eux ça va chier quoi, et d'ailleurs je crains pour elle, mais où Cléa lui demande de se débarrasser de Cassian. Alors ça je suis sûr que Luten n'est pas au courant, il le sait pas. mais elle veut le protéger à tout prix. Et donc en éliminant tout ce qui peut l'impliquer de près ou de loin à ce qui s'est passé sur Aldhani. Donc je pense que le rapport de force entre Luten et elle, c'est assez intéressant de voir, parce que plusieurs fois même elle le recadrait sur des trucs, donc on se dit voilà, qui est vraiment le patron, et c'est ambigu, hein. Ouais. Ils travaillent plus ensemble qu'il y en a vraiment un qui dirige l'autre, hein, d'ailleurs. Donc, et ils sont un peu vraiment en autonomie, quoi, limite. C'est ça. Parce qu'elle vient pas avec lui, par exemple, quand il va sur Ferrix, quand il va, etc., faire ses trucs pour recruter Cassian. Et ouais, comme tu dis, ça m'étonnerait en tout cas qu'il soit au courant de ça, parce que vu qu'il a recruté, enfin, je sais pas, ça m'étonnerait qu'il veuille s'en débarrasser comme ça. Et je pense qu'il va mal le prendre. Ben ouais, surtout qu'en plus, moi, ça m'a perturbé, parce que tu vois, tu te dis, Lucen, il est chaud quand même. Par rapport, tu sais, avec la scène avec Mothma. Ouais. Tu te dis, bon, il est quand même assez radical et tout. Et là, tu vois elle, tu fais, ah, elle est encore plus que lui. Comment ça, elle est pire. Ouais. Ah, super. Bon, après, c'est une scène qui est très sympa parce qu'on voit des Stormtroopers. Enfin. Mais alors vraiment, c'est en passant. Hein. Mais tu vois un peu la présence de l'Empire, quoi. C'est ça, par petites touches. On a eu droit à des officiers, on a eu droit à des pseudo-mud troopers version Ferrix, on a eu droit à des TIE Pilots, et là, épisode 7, on a enfin droit à des Storms. C'est ça, à la moitié de la saison. Voilà, la moitié de la saison, on va enfin les voir très rapidement. Mais on les verra plus tard. Ouais, je pense. C'est pour la montée en puissance, c'est pour le final. C'est ça, le final, ça va être... Mais j'aime bien le côté à l'économie, tu vois, de certains trucs. Est-ce qu'on a forcément besoin de tout montrer tout le temps, que ce soit forcément toujours les Stormtroopers? Parce que aussi, on te le rappelle dans les films, les Stormtroopers, c'est des troupes de choc. Donc si ça se trouve, en fait, nous, on voit que les troupes de choc, parce que bon, bah, on assiste aux événements les plus importants, on va dire, de l'histoire dans Star Wars. Mais tu vois, par exemple, la garnison sur Aldhani, c'est tout à fait logique qu'il n'y en ait pas un seul.
Parce que c'est vraiment les troufions lambda, quoi, sur Aldani. Ce qui est quand même vraiment chouette, c'est qu'on est parti d'un épisode de Blade Runner pour, au fur et à mesure, avoir les éléments de Star Wars qui apparaissent. Alors c'est vraiment fait Léger. avec... oui, c'est léger, avec parcimonie, mais Ils sont on là. va se diriger vers, vers du Star Wars. Après, moi, je trouve qu'on y est déjà depuis le début. Hein, mais, oui, mais enfin... avec beaucoup d'éléments d'autres choses. Ouais. C'est ça. On a quand même tendance, dans les autres séries, à avoir beaucoup des marqueurs Star Wars, à avoir peut-être des fois un peu trop une orgie de fanservice. Là, on avait des éléments très discrets dans les premiers épisodes. Après, donc on a l'Empire qui arrivait quasiment qu'à l'épisode 4. Véritablement, ouais. Véritablement, on en parlait, mais donc après, on a les chasseurs taille, on a les officiers impériaux, les pseudo-mud troopers, et là, on a à l'épisode 7, enfin, les Storms, qui sont quand même des gros marqueurs Star Wars. Et donc, c'est bien parce que c'est une autre approche où finalement, on te gaffe pas de références, et donc, c'est ça aussi, je pense que qui fait qu'on les apprécie mieux quand il y en a et on se dit c'est cool quoi. Bah c'est tout le temps la question de est-ce qu'on resserre tout le temps la même soupe, tu vois. Au bout d'un moment tu t'en lasses quoi. C'est ça. Donc avoir des pseudo mode troopers, des soldats un peu lambda de l'Empire plutôt que d'avoir des stormtroopers, est-ce que c'est pas plus logique avec l'endroit? Est-ce que du coup ça va pas faire une espèce de symbole aussi, tu vois, de l'arrivée des stormtroopers, de rendre un petit peu l'importance que ça? Parce que c'est un peu le problème, tu vois, aussi du point de vue des films, je pense. Parce qu'on voit toujours les trucs les plus importants, les plus, tu vois, les plus marquants. Mais disons qu'en fait, toutes les situations et toutes les histoires de la galaxie vont pas être forcément à ce niveau-là d'importance où, tu vois, de dire... c'est typiquement le point de vue des films, on voit des Jedi tout le temps. Bah, oui. Alors que typiquement, le Pékin moyen de la galaxie... c'est ça. Vu l'immensité de la galaxie, des Jedi, y en a qui passeront des vies entières sans les croiser, quoi. C'est ça. Mais non, mais c'est aussi le truc chouette de la série, c'est presque Star Wars sous l'angle de la vie quotidienne, quoi. Ouais, bah les gens normaux en fait. Et du coup d'ailleurs justement on revient avec Cassian sur Ferrix, enfin. Alors que bon il devrait pas forcément y retourner en vrai. Ouais, mais là, c'est ce que lui dit tout le monde en plus. Hein. Retrouvailles. Il y retourne rapidement parce que grosso modo maintenant qu'il a eu son butin, il vient chercher Marva et rembourser tout le monde. Ouais, rembourser tout le monde, mais surtout il passe en coup de vent sur Ferrix, il compte pas y rester. Bon, c'est vrai que c'est assez imprudent de sa part, mais voilà, il vient les chercher pour, mais il a des gens proches de lui quand même. Ouais, bah c'est ça. Ouais, ne serait-ce que Marva qui demande bah viens avec moi quoi. Ouais. Elle est cool, Marva. Ah, elle est super. Franchement, c'est un personnage super émouvant, super intéressant. Les échanges qu'il y a entre elle et Cassian sont vraiment touchants, tu vois. Tu sens vraiment l'amour entre ces deux personnages. Il y a vraiment un attachement fort entre les deux. Tu sais, toute la réplique du style « Ouais, mais non, mais si tu viens pas, je vais m'inquiéter tout le temps. Je vais me faire un sang d'encre pour toi. Mais ouais, mais c'est normal. » Non, mais je sais pas, c'est des petits dialogues comme ça que j'ai trouvé vachement bien écrits déjà, tu vois. J'aime bien le droïde aussi. Ouais. Ah, mais Bituemo, il est génial. Il est chouette. Mais là, pour le coup, c'est vraiment un droïde. T'as l'impression de voir un petit chien, effectivement, qui Cassian est là. On revoit aussi Bix. Elle était peut-être un peu plus attachée aussi à Tim que ce qu'on pouvait croire. Ça met aussi les choses au clair entre Cassian et elle. Ouais. Bah, on a bien la confirmation qu'ils ont été ensemble. Que, bon, moi, j'attends juste la confirmation Mothma et l'autre, là. Ouais. Je le sens venir ce coup-là, mais... Ouais. Mais enfin, elle a passé des sales quarts d'heure sur Ferrix et ouais, non, leurs retrouvailles sont un peu tendues. Bah, surtout qu'en plus, au final, Cassian, le résultat que ça a sur Ferrix en tout cas, il repasse pour rendre l'argent qu'il devait, parce que maintenant il a l'argent d'Aldani. Il parvient pas à faire venir Marva parce qu'elle veut rester là. Malgré le fait que Ferrix, c'est pas une planète qu'elle affectionne non plus, mais bref. Marva d'ailleurs qui se retrouve revigorée par les événements d'Aldani, c'est assez intéressant d'ailleurs. Parce que lui, c'est vraiment pas un héros de la rébellion comme elle le dit, tu vois. Ouais.
Donc bon, elle sait pas évidemment qu'il était impliqué là-dedans, mais la façon dont elle en parle et lui, tu vois les réactions, tu vois les émotions sur son visage un peu, tu vois, du style ouais bah j'y étais, mais bon en même temps, tu vois, enfin je suis pas un héros de la rébellion non plus, enfin bon, tu vois il y a un côté très intéressant en fait dans la série, je trouve, à comment un événement est vraiment, véritablement, et comment c'est interprété, ressenti, Mm. la répercussion que ça peut avoir. Tu vois, parce que honnêtement, regarde qui a participé au truc d'Aldani. Mm. Skin, qui est un enfoiré, Cassian, qui en a rien à faire, Mm. Nemik, bah, c'était le seul qui est vraiment conviction à 100%. Tu peux te Ouais. dire Vel, Cinta, d'accord, peut-être qu'elles ont une histoire qui les a amenées à ça, Mm. mais dire que c'est une bande de rebelles, c'est tous, tu vois, des mecs à fond dans la cause et tout, bah non. Ah bah, ouais, et c'est surtout de s'imaginer que ça, voilà, ça va être des héros de la rébellion, alors que, Tu parles. ouais, non, c'était des mercenaires, des enfoirés, ou et ouais, il y en avait peut-être qui auraient mérité ce titre de héros, mais qui sont plus là. Et c'est Mais ça chouette de devient des voir. héros de la rébellion. Ouais, voilà, de voir aussi que justement, non seulement c'est le signal pour l'Empire qu'il se passe quelque chose et qu'il faut Mm. peut-être se méfier que ça se propage pas, mais c'est aussi finalement la vérification que l'étincelle a eu lieu et que Mm. cet événement va susciter et suscite chez certains des envies de rébellion et Ouais. que parce que elle justement elle veut rester pour se battre et alors bon certes l'Empire elle est toujours libre dans sa tête, mais c'est surtout qu'elle elle va vouloir se battre pour la liberté de Férix, de sa planète. Ouais. Et Blaster à la main. ouais. Et par contre, ce qui est chouette, c'est qu'aussi ce retour sur Férix, cette présence de l'Empire sur Férix, Les- va réveiller des souvenirs Oui, qui sporadiques. sont, ouais, très sporadiques. Hein. Bon, ça, ouais, on aimerait en voir plus, mais alors c'est pour ça que je me dis, vu que c'est un arc, ouais, vu que c'est un arc qui débute, Je pense peut-être qu'on en qu'on aura va, d'autres, on va les revoir. Parce qu'effectivement, on voit les clones troopers, on voit le père adoptif de Cassian et on comprend ce qui s'est passé et pourquoi il est plus là maintenant et que Marva est seule. En tout cas, c'est Lucen qui en avait parlé dans les épisodes précédents. Son père Mm. s'était fait pendre. Alors, par l'Empire, d'ailleurs. C'est encore des clones phase 2, mais d'après les calculs, parce Ouais. on en parlait hier soir d'ailleurs, ça tombe en fait après la déclaration de l'Empire. D'accord. Donc, du coup, c'est le proto-Empire qu'on a un peu, tu sais, dans Bad Batch aussi. Ah bah oui, Où c'est encore les clones. Ouais. Et les clone troopers sont tous devenus, tous devenus blancs. Oui, c'est ça, ouais. C'est fini, la 501, enfin bon, ils sont peut-être toujours là, mais ils ont été repeints. Il faut maintenant un peu d'ordre dans tout ça. Bah, tu le vois directement dans Bad Batch aussi. Hein. Mm. Bah, c'était un des trucs intéressants dans la série d'ailleurs, hein, Ouais. dans The Bad Ah Batch. bah ouais. Le Un des contexte seuls. était bien. Non. Non, il y a Omega, c'est rigolo. Omega. Non, mais en tout cas, ces flashbacks sont bien. Alors en plus, mais ce qui est horrible, c'est qu'il va se faire pendre alors que justement, il veut calmer les types en disant, bah non, elle est pas. Enfin bon, il y aura Mais t'as peut-être un d'autres. truc filé, je trouve, là-dessus. Ouais. Parce que Clem, j'ai pas l'impression qu'il se soit fait pendre pour des raisons très évidentes. Mais tu vois, par exemple, si je fais un flash forward sur la fin, Mm. Cassian, il se fait choper pour rien. Ah bah oui, non, mais ça. Donc t'as, tu sais, un peu l'espèce de répression complètement aveugle et C'est ça, ouais. très intéressant, je trouve aussi. Au mauvais endroit, au mauvais moment, parce Ouais. que effectivement, Niemos Beach. Intéressant, ça aussi. Ouais. Ouais, mais c'est encore Une plage anglaise. une plage anglaise, mais c'est vraiment chouette à voir. Et effectivement, toute cette séquence, lui, il est là au mauvais endroit, au mauvais moment. On voit des short troopers, donc punaise. Dont un Storm, qui court. clone trooper, short trooper. J'ai adoré ce passage d'ailleurs, le Bah oui. short trooper qui est en train de courir après les deux mecs là sur les. Et alors lui, le problème, bon, après, faut quand même avouer que le short trooper a raison. Il a une attitude suspecte. Et il n'a pas l'attitude décontractée que tu as sur la plage avec justement les plaisanciers. Ça, c'est une station balnéaire. Tu as des types qui sont en train de courir, lui qui marche. Et alors, si, il a quand même. C'est son style de vie qui veut qu'il est toujours en train de regarder, effectivement. Ouais, il est un peu affairé quoi. un peu affairé, un peu curieux. Et ça leur semble suspect. Bon, effectivement. Mais il a rien fait. Il a rien fait ce coup-ci, mais tu vois, là, il a l'œil quand même, le soldat impérial, parce qu'effectivement, il est louche ce type. D'ailleurs, le soldat impérial, je sais pas si tu l'as vu, mais c'est Sam Witwer.
D'accord, Encore une fois. Encore une fois. D'accord. Il est Il est partout. partout. Ouais. Et d'ailleurs aussi, on y revient un peu aux méthodes de Cassian. Il se fait passer pour un... Enfin, il utilise un faux nom Mm. quand il est sur Niamos. On retrouve son côté séducteur, puisque bon, bah, apparemment, il en a profité pour coucher avec, avec quelqu'un dans le coin, tu vois. Bon. C'est ça. Prends une petite douche. Ouais, mais pas vraiment. Ouais, pas vraiment. Il y a histoire de prendre du fric, je sais pas quoi, enfin bref. Il est toujours aussi louche, hein, Cassian, en vrai. Non, mais c'est ça, c'est moi ce short trooper, il fait bien son boulot. Bon, il y a peut-être un peu un délit de faciès et tout ça, mais enfin, bon, après l'Empire, Bah, c'est l'Empire en soi. c'est ça. Hein. Et Pas d'ailleurs, très intéressant, c'est qu'il se fait choper, alors en plus, les KX. Les 2 KX qui débarquent, la délicatesse de ces droïdes. Ah oui, non, mais Avec les 2 mecs qui pendent comme ça, là. qui les shoot. Qui le chope aussi au cou, punaise, oui. Cassian. Effectivement, il a eu un premier contact avec les KX qui est plutôt brutal, quoi. Et prison Les prisons. Ah bah Pas oui. 6 mois. Oui, parce que, alors non mais ça justement c'est marrant parce que ça fait le lien avec l'une des premières scènes de l'épisode avec le speech de Yularen en disant qu'on Ouais. renforce l'arsenal législatif et l'État, enfin l'Empire devient un État encore plus autoritaire qu'il ne l'est. Et effectivement, bah, tous les délits, allez 6 mois ça devient 6 ans de prison. Le type il a rien fait, alors en plus... C'est n'importe quoi. Alors, c'est vrai que j'allais dire le fait, bah, il est curieux, il sait c'est pas ce qui se passe. Bon, après, il a effectivement peut-être ce côté un peu de quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher, parce qu'il est tout le temps méfiant. Et, enfin bon, c'est Cassian, quoi. Cassian. Mais on l'accuse, mais de 1000 trucs. Le pauvre, quoi. 6 ans, hein. 6 ans, et alors en plus il commence à vouloir contester. Non mais vous voulez en plus qu'on vous accuse d'outrage à magistrat, hop, allez, hein. Bon, ça fait un pseudo cliffhanger. Alors moi par contre j'ai bien aimé cette scène, mais au début je trouve qu'elle tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, parce qu'elle enchaîne sur la prise de pouvoir de Dedra Meero au BSI, et là paf, on a quitté Cassian qui était encore sur Ferrix. La Niamostien, paf. Ouais, Avec la musique en plus. Ah, la musique est cool, là ça me donne envie de... C'est l'été, quoi, on a envie de sortir. Ça fait un peu, musique de... Bah d'ailleurs, c'était une musique qui était utilisée dans le club sur Morlana. C'est ça. D'ailleurs, bah, tu fais bien de parler du club de Morlana, parce que au détour de conversation avec Marva, on te rementionne cet arc et le fait qu'il cherche sa sœur, et on te reparle c'est pas la peine. C'est pas la peine, et on te reparle aussi des premiers flashbacks quand l'incident, le fameux incident minier où tout le monde est mort, et on te retise potentiellement ces intrigues qui, je pense, reviendront. N'oubliez pas, ouais. Il y a des trucs importants qui se sont passés là-bas. Il y a aussi la sœur qui est tout le temps... donc, voilà. C'est pour ça que ces scènes, ils se passent... alors, comme je dis, c'est toujours un peu lent au niveau du rythme, parce que ça fait beaucoup... Star Wars a jamais été aussi bavard que dans cette série. Ouais, ah oui, non, ça c'est clair. Entre le Mandalorien qui disait rien durant des épisodes entiers quasiment, avec Grogu qui était voilà, il était adorable et tout ça. Bon, à la fin il commence un peu à se faire des potes, et donc il devient souriant sous son casque. Il commence à faire des phrases à 3 mots, c'est bien. C'est ça. Wow. Mais là c'est une série effectivement bavarde où on est presque dans du Tarantino. Il faut que ça discute, il faut... Non, j'exagère là, mais oui, non, bien sûr. Ça parle beaucoup. Et donc, par contre, ces conversations, pour le lore, pour le background des persos, sont intéressantes, parce qu'on voit qu'il se passe plein de choses et qu'il se trame plein de choses sur la série. Mais donc, c'est vrai que ça fait une série très riche en termes d'action. Enfin non, c'est une série très riche en termes d'événements, de background sur les persos. Il y a beaucoup de sous-intrigues qui vont finir par se rejoindre, mais qui sont à chaque fois mises en place et développées d'épisode en épisode. C'est pas dans le Mandalorien où finalement t'as un fil rouge et basta. Là t'as une quantité, enfin le fil rouge ça va être 5 trames globales, hein. C'est ça. Bon, tout concourt à la naissance de la rébellion, mais avec les sous-intrigues de chaque perso, et de voir comment le tout s'interconnecte, ça c'est chouette. Bah, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, parce qu'on avait des plans sur Cassian dans une espèce de prison, donc je suppose que c'est là qu'il va être envoyé après cet épisode-là. Ouais. Machine, la Velle, qui va devoir le retrouver pour soi-disant l'éliminer.
à voir ce qu'elle va essayer de faire. Est-ce qu'au final, elle va pas l'aider à s'évader pour essayer de le tuer? Mais ça m'étonnerait qu'elle le fasse, en vrai en plus. Du coup, voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur ce 7e épisode d'Andor, qu'on a globalement bien apprécié, et hâte de voir la suite, pour ma part en tout cas. Pour la mienne aussi, hein. Voilà, très bien. Dis donc. Ah non, mais je vais pas avoir la prétention de parler à ta place quand même. Ouais, Ouais, c'est ça. j'étais à l'œil. En tout cas, j'espère que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à commenter aussi pour décrire l'avis que vous avez sur cet épisode. Je vous invite bien évidemment à vous abonner à The Max Rebo Collection ainsi qu'à la Tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos, dont les reviews d'Andor et aussi les bêtisiers. Surtout les bêtisiers. Surtout les... Abonnez-vous parce que vous pourrez voir sur The Max Rebo Collection la review de ce petit droïde. Oui, c'est mon instant réclame. C'est pas grave, c'est Lola, elle est mignonne. C'est Lola, elle est mignonne. Hein. Elle vous fait coucou. Voilà. On se retrouve très vite pour la prochaine review de l'épisode 8. A très bientôt et que la force soit avec vous. Salut à toutes et tous. Allez, dis-leur au revoir. Et bien élevé en plus. Elle est bien élevée. Elle est polie.